Chapitre 1. À propos d'une porte. Monsieur Utterson, le notaire, était un homme d'une mine renfrognée, qui ne s'éclairait jamais d'un sourire. Il était d'une conversation froide, chiche et embarrassée, peu porté aux sentiments. Et pourtant cet homme grand, maigre, décrépit et triste plaisait à sa façon. Dans les réunions amicales et quand le vin était à son goût, quelque chose d'éminemment bienveillant jaillissait de son regard. Quelque chose qui, à la vérité, ne se faisait jamais jour en paroles, mais qui s'exprimait non seulement par ce muet symbole de la physionomie d'après-dîner, mais plus fréquemment et avec plus de force par les actes de sa vie. Austère envers lui-même, il buvait du gin quand il était seul pour réfréner son goût des bons crus. Et bien qu'il aimât le théâtre, il n'y avait pas mis les pieds depuis 20 ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve, et il s'émerveillait parfois, presque avec envie, de l'intensité de désir réclamés par leur dérèglement, et en dernier ressort, incliné à les secourir plutôt qu'à les blâmer. Je penche vers l'hérésie des caïnites, lui arrivait-il de dire pédamment, je laisse mes frères aller au diable à leur propre façon. En vertu de cette originalité, c'était fréquemment son lot d'être la dernière relation avouable et la dernière bonne influence dans la vie d'homme en voie de perdition. Et à l'égard de cela, aussi longtemps qu'il fréquentait son logis, il ne montrait jamais l'ombre d'une modification dans sa manière d'être. Sans doute que cet héroïsme ne coûtait guère à M. Utterson, car il était aussi peu démonstratif que possible, et ses amitiés mêmes semblaient fondées pareillement sur une bienveillance universelle. C'est une preuve de modestie que de recevoir tout formé des mains du hasard le cercle de ses amitiés. Telle était la méthode du notaire. Il avait pour amis les gens de sa parenté ou ceux qu'il connaissait depuis le plus longtemps. Ces liaisons, comme le lierre, devaient leur croissance au temps et ne réclamaient de leur objet aucune qualité spéciale. De là, sans doute, le lien qui l'unissait à M. Richard Enfield, son parent éloigné, un vrai londonien, honorablement connu. C'était pour la plupart des gens une énigme de se demander quel attrait ces deux-là pouvaient voir l'un en l'autre, ou quel intérêt commun ils avaient pu se découvrir. Au dire de ceux qui les rencontraient, faisant leur promenade dominicale, ils n'échangeaient pas un mot, avaient l'air de s'ennuyer prodigieusement et accueillaient avec un soulagement visible la rencontre d'un ami. Malgré cela, tous deux faisaient le plus grand cas de ces sorties qu'ils estimaient le plus beau fleuron de chaque semaine, et pour en jouir avec régularité, il leur arrivait non seulement de renoncer à d'autres occasions de plaisir, mais même de rester sourds à l'appel des affaires. Ce fut au cours d'une de ces randonnées que le hasard les conduisit dans une petite rue détournée d'un quartier ouvrier de Londres. C'était ce qui s'appelle une petite rue tranquille, bien qu'elle charriât en semaine un trafic intense. Ses habitants, qui semblaient tous à leur aise, cultivaient à l'envi l'espoir de s'enrichir encore, et étalaient en embellissement le plus superflu de leurs gains, de sorte que les devantures des boutiques, telles deux rangées d'accortes marchandes, offraient le long de cette artère un aspect engageant. Même le dimanche, alors qu'elle voilait ses plus florissants appâts et demeurait comparativement vide de circulation, cette rue faisait avec son terne voisinage un contraste brillant, comme un feu dans une forêt, et par ses volets repeints de frais, ses cuivres bien fourbis, sa propreté générale et son air de gaieté, elle attirait et charmait aussitôt le regard du passant. À deux portes d'un coin, sur la gauche en allant vers l'est, l'entrée d'une cour interrompait l'alignement, et à cet endroit même, la masse rébarbative d'un bâtiment projetait en saillie son pignon sur la rue. Haut d'un étage sans fenêtre, il n'offrait rien qu'une porte au rez-de-chaussée, et à l'étage la façade aveugle d'un mur décrépit. Il présentait dans tous ses détails les symptômes d'une négligence sordide et prolongée.
La porte, dépourvue de sonnette ou de heurtoir, était écaillée et décolorée. Les vagabonds gîtaient dans l'embrasure et frottaient des allumettes sur les panneaux. Les enfants tenaient boutique sur le seuil. Un écolier avait essayé son canif sur les moulures. Et depuis près d'une génération, personne n'était venu chasser ces indiscrets visiteurs, ni réparer leur déprédation. Monsieur Enfield et le notaire passaient de l'autre côté de la petite rue, mais quand ils arrivèrent à hauteur de l'entrée, le premier leva sa canne et la désigna. « Avez-vous déjà remarqué cette porte » demanda-t-il, et quand son compagnon lui eut répondu par l'affirmative, « Elle se rattache dans mon souvenir, ajouta-t-il, à une très singulière histoire. »« Vraiment » fit M. Utterson, d'une voix légèrement altérée, « et quelle était-elle » ? Eh bien, voici la chose, répliqua M. Enfield. C'était vers 3 heures du matin, par une sombre nuit d'hiver. Je m'en retournais chez moi d'un endroit au bout du monde, et mon chemin traversait une partie de la ville où l'on ne rencontrait absolument que des réverbères. Les rues se succédaient et tout le monde dormait. Les rues se succédaient, toutes illuminées comme pour une procession et tout aussi désertes qu'une église. Si bien que finalement, j'en arrivais à cet état d'esprit du monsieur qui dresse l'oreille de plus en plus et commence d'aspirer à l'apparition d'un agent de police. Tout à coup, je vis 2 silhouettes. D'une part, un petit bonhomme qui d'un bon pas trottinait vers l'est, et de l'autre, une fillette de peut-être 8 ou 10 ans qui s'en venait par une rue transversale en courant de toutes ses forces. Eh bien, monsieur, arrivés au coin, tous deux se jetèrent l'un contre l'autre, ce qui était assez naturel, mais ensuite advint l'horrible de la chose, car l'homme foula froidement aux pieds le corps de la fillette et s'éloigna, la laissant sur le pavé, hurlante. Cela n'a l'air de rien à entendre raconter, mais c'était diabolique à voir. Ce n'était plus un homme que j'avais devant moi, c'était je ne sais quel monstre satanique et impitoyable. J'appelai à l'aide, me mis à courir, saisis au collet notre citoyen et le ramenai auprès de la fillette hurlante qu'entourait déjà un petit rassemblement. Il garda un parfait sang-froid et ne tenta aucune résistance, mais me décocha un regard si atroce que je me sentis inondé d'une sueur froide. Les gens qui avaient surgi étaient les parents mêmes de la petite, et presque aussitôt on vit paraître le docteur chez qui elle avait été envoyée. En somme, la fillette, au dire du morticole, avait eu plus de peur que de mal, et on eût pu croire que les choses en resteraient là. Mais il se produisit un phénomène singulier. J'avais pris en aversion à première vue notre citoyen. Les parents de la petite aussi, comme il était trop naturel. Mais ce qui me frappa, ce fut la conduite du docteur. C'était le classique praticien routinier, d'âge et de caractère indéterminé, doué d'un fort accent d'Édimbourg et sentimental à peu près autant qu'une cornemuse. Eh bien, monsieur, il en fut de lui comme de nous autres tous. À chaque fois qu'il jetait les yeux sur mon prisonnier, je voyais le morticole se crisper et pâlir d'une envie de le tuer. Je devinais sa pensée, de même qu'il devina la mienne, et comme on ne tue pas ainsi les gens, nous fîmes ce qui en approchait le plus. Nous déclarâmes à l'individu qu'il ne dépendait que de nous de provoquer avec cet accident un scandale tel que son nom serait abominé d'un bout à l'autre de Londres. S'il avait des amis ou de la réputation, nous nous chargions de les lui faire perdre. Et pendant tout le temps que nous fûmes à le retourner sur le gril, nous avions fort à faire pour écarter de lui les femmes, qui étaient comme des harpies en fureur. Jamais je n'ai vu pareille réunion de faces haineuses. Au milieu d'elles se tenait l'individu, affectant un sang-froid sinistre et ricaneur. Il avait peur aussi, je le voyais bien, mais il montrait bonne contenance, monsieur, comme un véritable démon. Il nous dit : «
Si vous tenez à faire un drame de cet incident, je suis évidemment à votre merci. Tout gentleman ne demande qu'à éviter le scandale. Fixez votre chiffre. Eh bien, nous le taxâmes à 100 livres, destiné aux parents de la fillette. D'évidence, il était tenté de se rebiffer, mais nous avions tous un air qui promettait du vilain, et il finit par céder. Il lui fallut alors se procurer l'argent. Et où croyez-vous qu'il nous conduisit? Tout simplement à cet endroit où il y a la porte. Il tira de sa poche une clé, entra, et revint bientôt muni de quelques 10 livres en or et d'un chèque pour le surplus, sur la banque Coutts, libellé, payable au porteur, et signé d'un nom que je ne puis vous dire, bien qu'il constitue l'un des essentiels de mon histoire. Mais c'était un nom honorablement connu et souvent imprimé. Le chiffre était salé, mais la signature valait pour plus que cela, à condition toutefois qu'elle fût authentique. Je pris la liberté de faire observer à notre citoyen que tout son procédé me paraissait peu vraisemblable, et que, dans la vie réelle, on ne pénètre pas à 4 heures du matin par une porte de cave pour en ressortir avec un chèque d'autrui valant près de 100 livres. Mais d'un ton tout à fait dégagé et railleur, il me répondit: Soyez sans crainte, je ne vous quitterai pas jusqu'à l'ouverture de la banque et je toucherai le chèque moi-même. Nous nous en allâmes donc tous, le docteur, le père de l'enfant, notre homme et moi, passer le reste de la nuit dans mon appartement. Et le matin venu, après avoir déjeuné, nous nous rendîmes en chœur à la banque. Je présentai le chèque moi-même, en disant que j'avais toute raison de le croire faux. Pas du tout, le chèque était régulier. Monsieur Utterson émit un clappement de langue désapprobateur. Je vois que vous pensez comme moi, reprit monsieur Enfield. Oui, c'est une fâcheuse histoire, car notre homme était un individu avec qui nul ne voudrait avoir rien de commun, un vraiment sinistre individu. Et la personne, au contraire, qui tira le chèque est la fleur même des convenances, une célébrité en outre, et qui pisait, l'un de ces citoyens qui font, comme ils disent, le bien. Chantage, je suppose, un honnête homme qui paie sans y regarder pour quelque fredaine de jeunesse. Quoique cette hypothèse même, voyez-vous, soit loin de tout expliquer, ajouta-t-il. Et sur ces mots, il tomba dans une profonde rêverie. Il en fut tiré par M. Utterson, qui lui demandait assez brusquement: Et vous ne savez pas si le tireur du chèque habite là? Un endroit bien approprié, n'est-ce pas? Répliqua M. Enfield. Mais j'ai eu l'occasion de noter son adresse. Il habite sur une place quelconque. Et vous n'avez jamais pris de renseignements sur cet endroit où il y a la porte? Reprit M. Utterson. Non, monsieur, j'ai eu un scrupule. Je répugne beaucoup à poser des questions. C'est là un genre qui rappelle trop le jour du jugement. On lance une question et c'est comme si on lançait une pierre. On est tranquillement assis au haut d'une montagne et la pierre déroule qui en entraîne d'autres et pour finir, un sympathique vieillard, le dernier auquel on aurait pensé, reçoit l'avalanche sur le crâne au beau milieu de son jardin privé et ses parents n'ont plus qu'à changer de nom. Non, monsieur, je m'en suis fait une règle. Plus une histoire sent le louche, moins je m'informe. Une très bonne règle, en effet, répliqua le notaire. Mais j'ai examiné l'endroit par moi-même, continua M. Enfield. On dirait à peine une habitation. Il n'y a pas d'autre porte, et personne n'entre ni ne sort par celle-ci, sauf à de longs intervalles le citoyen de mon aventure. Il y a 3 fenêtres donnant sur la cour au premier étage, et pas une au rez-de-chaussée. Jamais ces fenêtres ne s'ouvrent, mais leurs carreaux sont nettoyés. Et puis, il y a une cheminée qui fume en général. Donc, quelqu'un doit habiter là. Et encore, ce n'est pas absolument certain, car les immeubles s'enchevêtrent si bien autour de cette cour qu'il est difficile de dire où l'un finit et où l'autre commence. Les 2 amis firent de nouveau quelques pas en silence, puis Enfield, déclara M. Utterson, c'est une bonne règle que vous avez adoptée.
Je le crois, en effet, répliqua Enfield. Mais malgré cela, poursuivit le notaire, il y a une chose que je veux vous demander. C'est le nom de l'homme qui a foulé aux pieds l'enfant. Ma foi, répondit Enfield, je ne vois pas quel mal cela pourrait faire de vous le dire. Cet homme se nommait Hyde. Fit M. Utterson. Et quel est son aspect physique? Il n'est pas facile à décrire. Il y a dans son extérieur quelque chose de faux, quelque chose de désagréable, d'absolument odieux. Je n'ai jamais vu personne qui me fût aussi antipathique. Et cependant, je sais à peine pourquoi. Il doit être contrefait de quelque part. Il donne tout à fait l'impression d'avoir une difformité. Mais je n'en saurais préciser le siège. Cet homme a un air extraordinaire, et malgré cela, je ne peux réellement indiquer en lui quelque chose qui sorte de la normale. Non, monsieur, j'y renonce. Je suis incapable de le décrire. Et ce n'est pas faute de mémoire, car, en vérité, je me le représente comme s'il était là. Monsieur Utterson fit de nouveau quelques pas en silence et visiblement sous le poids d'une préoccupation. Il demanda enfin: « Vous êtes sûr qu'il s'est servi d'une clé ?» « Mon cher monsieur, commença Enfield au comble de la surprise. « Oui, je sais, dit Utterson, je sais que ma question doit vous sembler bizarre. Mais de fait, si je ne vous demande pas le nom de l'autre personnage, c'est parce que je le connais déjà. Votre histoire, croyez-le bien, Richard, est allée à bonne adresse. Si vous avez été inexact en quelques détails, vous ferez mieux de le rectifier. Il me semble que vous auriez pu me prévenir, répliqua l'autre avec une pointe d'humeur, mais j'ai été d'une exactitude pédantesque, comme vous dites. L'individu avait une clé, et qui plus est, il l'a encore. Je l'ai vu s'en servir il n'y a pas 8 jours. Monsieur Utterson poussa un profond soupir, mais s'abstint de tout commentaire, et bientôt son cadet reprit. Voilà une nouvelle leçon qui m'apprendra à me taire. Je rougis d'avoir eu la langue si longue. Convenons, voulez-vous, de ne plus jamais reparler de cette histoire. Bien volontiers, répondit le notaire. Voici ma main, Richard. C'est promis. Chapitre 2. Enquête de M. Hyde. Ce soir-là, M. Utterson regagna mélancoliquement son logis de célibataire et se mit à table sans appétit. Il avait l'habitude le dimanche, après son repas, de s'asseoir au coin du feu avec un aride volume de théologie sur son pupitre de lecture, jusqu'à l'heure où minuit sonnait à l'horloge de l'église voisine. Après quoi, il allait sagement se mettre au lit, satisfait de sa journée. Mais ce soir-là, sitôt la table desservie, il prit un flambeau et passa dans son cabinet de travail. Là, il ouvrit son coffre-fort, retira du compartiment le plus secret un dossier portant sur sa chemise la mention « Testament du docteur Jekyll » et se mit à son bureau, les sourcils froncés, pour en étudier le contenu. Le testament était holographe, car M. Utterson, bien qu'il en acceptât la garde à présent que c'était fait, avait refusé de coopérer le moins du monde à sa rédaction. Il stipulait non seulement que, en cas de décès de Henry Jekyll, docteur en médecine, docteur en droit civil, docteur légiste, membre de la Société royale, etc., tous ces biens devaient passer en la possession de son ami et bienfaiteur Edward Hyde, mais en outre que, dans le cas où ledit Dr Jekyll viendrait à disparaître ou faire une absence inexpliquée d'une durée excédant 3 mois pleins, ledit Edward Hyde serait, en plus de délai substitué à Henry Jekyll, étant libre de toute charge ou obligation autre que le paiement de quelques petits legs aux membres de la domesticité du docteur. Ce document faisait depuis longtemps le désespoir du notaire. Il s'en affligeait aussi bien comme notaire que comme partisan des côtés sains et traditionnels de l'existence, pour qui le fantaisiste égalait l'inconvenant.
Jusque-là, c'était son ignorance au sujet de M. Hyde qui suscitait son indignation. Désormais, par un brusque revirement, ce fut ce qu'il en savait. Cela n'avait déjà pas bonne allure lorsque ce nom n'était pour lui qu'un nom vide de sens. Cela devenait pire depuis qu'il s'était paré de fâcheux attributs et hors des brumes onduleuses et inconsistantes qu'il avait si longtemps offusquées d'un regard, le notaire vit surgir la brusque et nette apparition d'un démon. J'ai cru que c'était de la folie, se dit-il en replaçant le malencontreux papier dans le coffre-fort. Mais à cette heure, je commence à craindre que ce ne soit de l'opprobre. Là-dessus, il souffla sa bougie, endossa un pardessus et se mit en route dans la direction de Cavendish Square, cette citadelle de la médecine où son ami, le fameux docteur Lanyon, avait son habitation et recevait la foule de ses malades. Si quelqu'un est au courant, songeait-il, ce doit être Lanyon. Le majestueux maître d'hôtel le reconnut et le fit entrer. Sans subir aucun délai d'attente, il fut introduit directement dans la salle à manger où le docteur Lanyon, qui dînait seul, en était aux liqueurs. C'était un gentleman cordial, plein de santé, actif, rubicond, avec une mèche de cheveux prématurément blanchie et des allures exubérantes et décidées. À la vue de M. Utterson, il se leva d'un bond et s'avança au-devant de lui, les deux mains tendues. Cette affabilité, qui était dans les habitudes du personnage, avait l'air un peu théâtrale, mais elle procédait de sentiments réels. Car tous deux étaient de vieux amis, d'anciens camarades de classe et d'université, pleins l'un et l'autre de la meilleure opinion réciproque, et ce qui ne s'ensuit pas toujours, ils se plaisaient tout à fait dans leur mutuelle société. Après quelques phrases sur la pluie et le beau temps, le notaire en vint au sujet qui le préoccupait si fâcheusement l'esprit. « Il me semble, Lanyon, dit-il, que nous devons être, vous et moi, les deux plus vieux amis du docteur Jekyll. »« Je préférerais que ces amis fussent plus jeunes, » plaisanta le docteur Lanyon. « Admettons-le, cependant. Mais qu'importe, je le vois si peu à présent. »« En vérité, fit Utterson, je vous croyais très liés par des recherches communes. »« Autrefois, répliqua l'autre, mais voici plus de 10 ans que Henry Jekyll est devenu trop fantaisiste pour moi. Il a commencé à tourner mal, en esprit s'entend, et j'ai beau toujours m'intéresser à lui en souvenir du passé comme on dit, je le vois et l'ai vu diantrement peu depuis lors. De pareilles billevesées scientifiques, ajouta le docteur, devenu soudain rouge-pourpre, auraient suffi à brouiller Damon et Pythias. Cette petite bouffée d'humeur apporta comme un baume à M. Utterson. Ils n'ont fait que déférer sur un point de science, songea-t-il, et comme il était dénué de passion scientifique, sauf en matière notariale, il ajouta même « si ce n'est que cela ». Puis, ayant laissé quelques secondes à son ami pour reprendre son calme, il aborda la question qui faisait le but de sa visite en demandant « Avez-vous jamais rencontré un sien protégé, un nommé Hyde ?» « Hyde » répéta Lanyon. « Non, jamais entendu parler de lui. Ce n'est pas de mon temps. » Telle fut la somme de renseignements que le notaire remporta avec lui dans son grand lit obscur, où il resta à se retourner sans répit jusque bien avant dans la nuit. Ce ne fut guère une nuit de repos pour son esprit qui travaillait, perdu en pleines ténèbres et assiégé de questions. 6 heures sonnèrent au clocher de l'église qui se trouvait si commodément proche du logis de M. Utterson, et il creusait toujours le problème. Au début, celui-ci ne l'avait touché que par son côté intellectuel. Mais à présent, son imagination était elle aussi occupée, ou pour mieux dire asservie, et tandis qu'il restait à se retourner dans les opaques ténèbres de la nuit et de sa chambre aux rideaux clos, le récit de M. Enfield repassait devant sa mémoire en un déroulement de tableaux lucides.
Il croyait voir l'immense champ de réverbères d'une ville nocturne, puis un personnage qui s'avançait à pas rapides, puis une fillette qui sortait en courant de chez le docteur, et puis tous les deux se rencontraient, et le monstre inhumain foulait aux pieds l'enfant et s'éloignait sans prendre garde à ses cris. Ou encore, il voyait dans une somptueuse maison une chambre où son ami était en train de dormir, rêvant et souriant à ses rêves, et alors la porte de cette chambre s'ouvrait, les rideaux du lit s'écartaient violemment, le dormeur se réveillait et patatras. Il découvrait à son chevet un être qui avait sur lui tout pouvoir, et même en cette heure où tout reposait, il lui fallait se lever et faire comme on le lui ordonnait. Le personnage, sous ces deux aspects, hanta toute la nuit le notaire. Et si par instant celui-ci s'endormait, ce n'était que pour le voir se glisser plus furtif dans des maisons endormies, ou s'avancer d'une vitesse de plus en plus accélérée, jusqu'à en devenir vertigineuse, parmi de toujours plus vastes labyrinthes de villes éclairées de réverbères. Et à chaque coin de rue, écraser une fillette et la laisser là, hurlante. Et toujours ce personnage manquait d'un visage auquel il pût le reconnaître. Même dans ses rêves, il manquait le visage, ou bien celui-ci était un leurre qui s'évanouissait sous son regard. Ce fut de la sorte que naquit et grandit peu à peu dans l'esprit du notaire une curiosité singulièrement forte, quasi désordonnée, de contempler les traits du véritable monsieur Hyde. Il lui aurait suffi, croyait-il, de jeter les yeux sur lui une seule fois pour que le mystère s'éclaircît, voire se dissipât tout à fait, selon la coutume des choses mystérieuses quand on les examine bien. Il comprendrait alors la raison d'être de l'étrange prédilection de son ami, ou, si l'on préfère, de sa suggestion, non moins que des stupéfiantes clauses du testament. Et en tout cas, ce serait là un visage qui mériterait d'être vu. Le visage d'un homme dont les entrailles étaient inaccessibles à la pitié. Un visage auquel il suffisait de se montrer pour susciter dans l'âme du flegmatique Enfield un sentiment de haine tenace. À partir de ce jour, M. Utterson fréquenta assidûment la porte située dans la lointaine petite rue de Boutique. Le matin, avant les heures de bureau, le soir, sous les regards de la brumeuse lune citadine, par tous les éclairages et à toutes les heures de solitude ou de foule, le notaire se trouvait à son poste de prédilection. Puisqu'il est monsieur Hyde, se disait-il, je serai monsieur Sick. Sa patience fut enfin récompensée. C'était par une belle nuit sèche. Il y avait de la gelée dans l'air, les rues étaient nettes comme le parquet d'une salle de bal, les réverbères, que ne faisait vaciller aucun souffle, dessinaient leur schéma régulier de lumière et d'ombre. À 10 heures, quand les boutiques se fermaient, la petite rue devenait très déserte, et en dépit du sourd grondement de Londres qui s'élevait de tout alentour très silencieuse. Les plus petits sons portaient au loin, les bruits domestiques provenant des maisons s'entendaient nettement d'un côté à l'autre de la chaussée, et le bruit de leur marche précédait de beaucoup les passants. Il y avait quelques minutes que M. Utterson était à son poste, lorsqu'il perçut un pas insolite et léger qui se rapprochait. Au cours de ses reconnaissances nocturnes, il s'était habitué depuis longtemps à l'effet bizarre que produit le pas d'un promeneur solitaire qui est encore à grande distance lorsqu'il devient tout à coup distinct parmi la vaste rumeur et les voix de la ville. Mais son attention n'avait jamais encore été mise en arrêt de façon aussi aiguë et décisive, et ce fut avec un vif et superstitieux pressentiment de toucher au but qu'il se dissimula dans l'entrée de la cour. Les pas se rapprochaient rapidement et ils redoublèrent tout à coup de sonorité lorsqu'ils débouchèrent dans la rue. Le notaire, avançant la tête hors de l'entrée, fut bientôt édifié sur le genre d'individu auquel il avait affaire. C'était un petit homme très simplement vêtu, et son aspect, même à distance, souleva chez le guetteur une violente antipathie.
Il marcha droit vers la porte, coupant en travers de la chaussée pour gagner du temps, et chemin faisant, il tira une clé de sa poche comme s'il arrivait chez lui. Monsieur Utterson sortit de sa cachette, et quand l'autre fut à sa hauteur, il lui toucha l'épaule. Monsieur Hyde, je pense? Monsieur Hyde se recula en aspirant l'air avec force, mais sa crainte ne dura pas, et, sans toutefois regarder le notaire en face, il lui répondit avec assez de sang-froid: C'est bien mon nom. Que me voulez-vous? Je vois que vous allez entrer, répliqua le notaire. Je suis un vieil ami du docteur Jekyll, monsieur Utterson, de Gaunt Street. Il doit vous avoir parlé de moi. Et en nous rencontrant, si à point, j'ai cru que vous pourriez m'introduire auprès de lui. Vous ne trouverez pas le docteur Jekyll, il est sorti, répliqua M. Hyde en soufflant dans sa clé. Puis avec brusquerie, mais toujours sans lever les yeux, il ajouta: D'où me connaissez-vous? Je vous demanderai d'abord, répliqua M. Utterson, de me faire un plaisir. Volontiers, répondit l'autre. De quoi s'agit-il? Voulez-vous me laisser voir votre visage? Demanda le notaire. Monsieur Hyde parut hésiter, puis, comme s'il prenait une brusque résolution, il releva la tête d'un air de défi, et tous deux restèrent quelques secondes à se dévisager fixement. À présent, je vous reconnaîtrai, fit monsieur Utterson. Cela peut devenir utile. Oui, répliqua monsieur Hyde, il vaut autant que nous nous soyons rencontrés, mais à ce propos, il est bon que vous sachiez mon adresse. Et il lui donna un numéro et un nom de rue dans Soho. Grand Dieu, pensa M. Utterson, se peut-il que lui aussi ait songé au testament? Mais il garda sa réflexion pour lui-même et se borna à émettre un vague remerciement au sujet de l'adresse. Et maintenant, fit l'autre, répondez-moi, d'où me connaissez-vous? On m'a fait votre portrait. Qui cela? Nous avons des amis communs, répondit M. Utterson. Des amis communs, répéta M. Hyde d'une voix rauque. Citez-en. Jekyll, par exemple, dit le notaire. Jamais il ne vous a parlé de moi, s'écria M. Hyde dans un accès de colère. Je ne vous croyais pas capable de mentir. Tout doux, fit M. Utterson, vous vous oubliez. L'autre poussa tout haut un ricanement sauvage, et en un instant, avec une promptitude extraordinaire, il ouvrit la porte et disparut dans la maison. Le notaire resta d'abord où M. Hyde l'avait laissé, livré au plus grand trouble. Puis, avec lenteur, il se mit à remonter la rue, s'arrêtant quasi à chaque pas et portant la main à son front, comme s'il était en proie à une vive préoccupation d'esprit. Le problème qu'il examinait ainsi, tout en marchant, appartenait à une catégorie presque insoluble. M. Hyde était blême et rabougri, il donnait sans aucune difformité visible l'impression d'être contrefait. Il avait un sourire déplaisant, il s'était comporté envers le notaire avec un mélange quasi féroce de timidité et d'audace, et il parlait d'une voix sourde, sibilante et à demi cassée. Tout cela militait contre lui. Mais tout cet ensemble réuni ne suffisait pas à expliquer la répugnance, jusque-là inconnue, le dégoût et la crainte avec lesquels M. Utterson le regardait. Il doit y avoir autre chose, se dit ce gentleman perplexe. Il y a certainement autre chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Dieu me pardonne, cet homme n'a pour ainsi dire pas l'air d'être un civilisé. Tiendrait-il du troglodyte? Ou serait-ce la vieille histoire du docteur Fell? Ou bien est-ce le simple reflet d'une vilaine âme qui transparaît ainsi à travers son revêtement d'argile et le transfigure? Cette dernière hypothèse, je crois. Ah, mon pauvre vieux Harry Jekyll! Si jamais j'ai lu sur un visage la griffe de Satan, c'est bien celui de votre nouvel ami. Passé le coin en venant de la petite rue, il y avait une place carrée entourée d'anciennes et belles maisons, à cette heure déchues pour la plupart de leur splendeur passée et louées par étages et appartements
à des gens de toutes sortes et de toutes conditions. Graveurs de plans, architectes, louches agents d'affaires et directeurs de vagues entreprises. Une maison, toutefois, la deuxième à partir du coin, appartenait toujours à un seul occupant. Et à la porte de celle-ci, qui offrait un grand air de richesse et de confort, bien qu'à l'exception de l'imposte, elle fût alors plongée dans les ténèbres, M. Utterson s'arrêta et heurta. Un domestique âgé, en livrée, vint ouvrir. « Est-ce que le docteur est chez lui, Poole ?» demanda le notaire. « Je vais voir, monsieur Utterson, répondit Poole, tout en introduisant le visiteur dans un grand et confortable vestibule au plafond bas, pavé de carreaux céramiques, chauffé telle une maison de campagne par la flamme claire d'un âtre ouvert et meublé de précieux buffets de chêne. Préférez-vous attendre ici au coin du feu, monsieur, ou voulez-vous que je vous fasse de la lumière dans la salle à manger ? Inutile, j'attendrai ici, répliqua le notaire. Et s'approchant du garde-feu élevé, il s'y accouda. Ce vestibule, où il resta bientôt seul, était une vanité mignonne de son ami le docteur, et Utterson lui-même ne manquait pas d'en parler comme de la pièce la plus agréable de tout Londres. Mais ce soir, un frisson lui parcourait les moelles, le visage de Hyde hantait péniblement son souvenir. Il éprouvait, chose insolite pour lui, la satiété et le dégoût de la vie, et du fond de sa dépression mentale, les reflets dansants de la flamme sur le poli des buffets et les sursauts inquiétants de l'ombre au plafond prenaient un caractère lugubre. Il eut honte de se sentir soulagé lorsque Poole revint enfin lui annoncer que le docteur Jekyll était sorti. « Dites, Poole, fit-il, j'ai vu monsieur Hyde entrer par la porte de l'ancienne salle de dissection. Est-ce correct lorsque le docteur Jekyll est absent ? » « Tout à fait correct, monsieur Utterson, répondit le domestique. Monsieur Hyde a la clé. »« Il me semble que votre maître met beaucoup de confiance en ce jeune homme, Poole, reprit l'autre d'un air pensif. « Oui, monsieur, beaucoup en effet, répondit Poole. Nous avons tous reçu l'ordre de lui obéir. »« Je ne pense pas avoir jamais rencontré monsieur Hyde, interrogea Utterson. « Oh, mon Dieu, non, monsieur, il ne dîne jamais ici, répliqua le maître d'hôtel, et même nous ne le voyons guère de ce côté-ci de la maison. Il entre et sort la plupart du temps par le laboratoire. »« Allons, bonne nuit, Poole. »« Bonne nuit, monsieur Utterson. » Et le notaire s'en retourna chez lui, le cœur tout serré. « Ce pauvre Harry Jekyll, songeait-il, j'ai bien peur qu'il ne se soit mis dans de mauvais draps. Il a eu une jeunesse un peu orageuse. Cela ne date pas d'hier, il est vrai. Mais la justice de Dieu ne connaît ni règles ni limites. Et oui, ce doit être cela, le revenant d'un vieux péché, le cancer d'une honte secrète, le châtiment qui vient pede claudo, des années après que la faute est sortie de la mémoire et que l'amour-propre s'en est absous. » Et le notaire, troublé par cette considération, médita un instant sur son propre passé, fouillant tous les recoins de sa mémoire, dans la crainte d'en voir surgir à la lumière, comme d'une boîte à surprise, une vieille iniquité. Son passé était certes bien innocent, peu de gens pouvaient lire avec moins d'appréhension les feuillets de leur vie. Et pourtant il fut d'abord accablé de honte par toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, puis soulevé d'une douce et timide reconnaissance par toutes celles qu'il avait évitées après avoir failli de bien près les commettre. Et ramené ainsi à son sujet primitif, il conçut une lueur d'espérance. Ce Mr. Hyde, si on le connaissait mieux, songeait-il, doit avoir ses secrets particuliers. De noirs secrets, dirait-on à le voir. Des secrets à côté desquels les pires du pauvre Jekyll sembleraient purs comme le jour. Les choses ne peuvent durer ainsi. Cela me glace de penser que cet être-là s'insinue comme un voleur au chevet de Harry. Pauvre Harry! Quel réveil pour lui! Et quel danger!
car si ce Hyde soupçonne l'existence du testament, il peut devenir impatient d'hériter. Oui, il faut que je pousse à la roue. Si toutefois Jekyll me laisse faire, ajouta-t-il, si Jekyll veut bien me laisser faire. Car une fois de plus, il revoyait en esprit, net comme sur un écran lumineux, les singulières clauses du testament. Chapitre 3. La parfaite tranquillité du docteur Jekyll. 15 jours s'étaient écoulés lorsque, par le plus heureux des hasards, le docteur offrit un de ces agréables dîners dont il était coutumier à 5 ou 6 vieux camarades, tous hommes intelligents et distingués, et tous amateurs de bon vin. Monsieur Utterson, qui y assistait, fit en sorte de rester après le départ des autres convives. La chose, loin d'avoir quelque chose de nouveau, s'était produite maintes et maintes fois. Quand on aimait Utterson, on l'aimait bien. Les amphitryon se plaisaient à retenir l'aride notaire, alors que les gens d'un caractère jovial et expansif avaient déjà le pied sur le seuil. Ils se plaisaient à rester encore quelque peu avec ce discret compagnon, afin de se réaccoutumer à la solitude et de laisser leur esprit se détendre après une excessive dépense de gaieté dans le précieux silence de leur hôte. À cette règle, le docteur Jekyll ne faisait pas exception. Et si vous aviez vu alors, installé de l'autre côté du feu, ce quinquagénaire robuste et bien bâti, dont le visage serein offrait, avec peut-être un rien de dissimulation, tous les signes de l'intelligence et de la bonté, vous auriez compris à sa seule attitude qu'il professait envers M. Utterson une sincère et chaude sympathie. J'ai éprouvé le besoin de vous parler, Jekyll, commença le notaire. Vous vous rappelez votre testament ? Un observateur attentif eût pu discerner que l'on goûtait peu ce sujet, mais le docteur affecta de le prendre sur un ton dégagé. Mon cher Utterson, répondit-il, vous n'avez pas de chance avec votre client. Je n'ai jamais vu personne aussi tourmenté que vous l'êtes par mon testament. Sauf peut-être ce pédant invétéré de Lannion par ce qu'il appelle mes hérésies scientifiques. Oui, oui, entendu, c'est un brave garçon, inutile de prendre cet air sévère, un excellent garçon, et j'ai toujours l'intention de le revoir, mais cela ne l'empêche pas d'être un pédant invétéré, un pédant ignare et prétentieux. Jamais personne ne m'a autant déçu que Lannion. Vous savez que je n'ai jamais approuvé la chose, poursuivit l'impitoyable Utterson, refusant de le suivre sur ce nouveau terrain. Mon testament ? Mais oui, bien entendu, je le sais, fit le docteur un peu sèchement. Vous me l'avez déjà dit. Eh bien, je vous le redis encore, continua le notaire. J'ai appris quelque chose concernant le jeune Hyde. La face épanouie du docteur Jekyll se décolora jusqu'aux lèvres et ses yeux s'assombrirent. Il déclara : « Je ne désire pas en entendre davantage. Il me semble que nous avions convenu de ne plus parler de ce sujet. » « Ce que j'ai appris est abominable, » insista Utterson. « Cela ne peut rien y changer. Vous ne comprenez pas ma situation, répliqua le docteur, avec une certaine incohérence. Je suis dans une situation pénible, Utterson. Ma situation est exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle. C'est une de ces choses auxquelles on ne peut remédier par les paroles. Jekyll, reprit Utterson, vous me connaissez. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Avouez-moi cela sous le sceau du secret. Je me fais fort de vous en tirer. Mon bon Utterson, repartit le docteur, c'est très aimable de votre part. C'est tout à fait aimable, et je ne trouve pas de mots pour vous remercier. J'ai en vous la foi la plus entière. Je me confierais à vous plutôt qu'à n'importe qui, voire à moi-même, s'il me restait le choix. Mais croyez-moi, ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas aussi grave. Et pour vous mettre un peu l'esprit en repos, je vous dirai une chose. Dès l'instant où il me plaira de le faire, je puis me débarrasser de M. Hyde. Là-dessus, je vous serre la main, et merci encore et encore.
Plus rien qu'un dernier mot, Utterson, dont vous ne vous formaliserez pas, j'en suis sûre, c'est là une affaire privée et je vous conjure de la laisser en repos. Utterson, le regard perdu dans les flammes, resta songeur une minute. Je suis convaincu que vous avez parfaitement raison, finit-il par dire, tout en se levant de son siège. Allons, reprit le docteur, puisque nous avons abordé ce sujet, et pour la dernière fois j'espère, voici un point que je tiendrais à vous faire comprendre. Je porte en effet le plus vif intérêt à ce pauvre Hyde. Je sais que vous l'avez vu, il me l'a dit, et je crains qu'il ne se soit montré grossier. Mais je vous assure que je porte un très grand intérêt à ce jeune homme, et si je viens à disparaître, Utterson, je désire que vous me promettiez de le soutenir et de sauvegarder ses intérêts. Vous n'y manqueriez pas si vous saviez tout, et cela me soulagerait d'un grand poids si vous vouliez bien me le promettre. Je ne puis vous garantir que je l'aimerai jamais, repartit le notaire. Je ne vous demande pas cela, insista Jekyll, en posant la main sur le bras de l'autre. Je ne vous demande rien que de légitime. Je vous demande uniquement de l'aider en mémoire de moi, lorsque je ne serai plus là. Utterson ne put réfréner un soupir. Soit, fit-il, je vous le promets. Soit, fit-il. Chapitre 4. L'assassinat de Sir Danvers Carew. Un an plus tard environ, au mois d'octobre 1800, un crime d'une férocité inouïe et qui rendait encore plus remarquable le rang élevé de la victime vint mettre Londres en émoi. Les détails connus étaient brefs mais stupéfiants. Une domestique qui se trouvait seule dans une maison assez voisine de la Tamise était montée se coucher vers 11 heures. Malgré le brouillard qui vers le matin s'abattit sur la ville, le ciel resta pur la plus grande partie de la nuit, et la pleine lune éclairait brillamment la rue sur laquelle donnait la fenêtre de la fille. Celle-ci, qui était sans doute en disposition romanesque, s'assit sur sa malle qui se trouvait placée juste devant la fenêtre, et se perdit dans une profonde rêverie. Jamais, comme elle le dit avec des flots de larmes en racontant la scène, jamais elle ne s'était sentie plus en paix avec l'humanité. Jamais elle n'avait cru davantage à la bonté du monde. Or, tandis qu'elle était là, assise, elle vit venir du bout de la rue un vieux et beau gentleman à cheveux blancs, et allant à sa rencontre un autre gentleman tout petit, qui d'abord attira moins son attention. Lorsqu'ils furent à portée de s'adresser la parole, ce qui se produisit juste au-dessous de la fenêtre par où regardait la fille, le plus vieux salua l'autre et l'aborda avec la plus exquise politesse. L'objet de sa requête ne devait pas avoir grande importance. D'après son geste, à un moment, on eût dit qu'il se bornait à demander son chemin. Mais tandis qu'il parlait, la lune éclaira son visage, et la fille prit plaisir à le considérer, tant il respirait une aménité de caractère naïve et désuète, relevée toutefois d'une certaine hauteur, provenant, eût-on dit, d'une légitime fierté. Puis elle accorda un regard à l'autre, et eut l'étonnement de reconnaître en lui un certain monsieur Hyde, qui avait une fois rendu visite à son maître et pour qui elle avait conçu de l'antipathie. Il tenait à la main une lourde canne avec laquelle il jouait, mais il ne répondait mot et semblait écouter avec une impatience mal contenue. Et puis, tout d'un coup, il éclata d'une rage folle, frappant du pied, brandissant sa canne, et bref, au dire de la fille, se comportant comme un fou. Le vieux gentleman, d'un air tout à fait surpris et un peu offensé, fit un pas en arrière, sur quoi M. Hyde perdit toute retenue et, le frappant de son gourdin, l'étendit par terre. Et à l'instant même, avec une fureur simiesque, il se mit à fouler aux pieds sa victime et à l'accabler d'une grêle de coups telle qu'on entendait les os craquer et que le corps rebondissait sur les pavés. Frappée d'horreur à ce spectacle, la fille perdit connaissance.
Il était 2 heures lorsqu'elle revint à elle et alla prévenir la police. L'assassin avait depuis longtemps disparu, mais au milieu de la chaussée gisait sa victime, incroyablement abîmée. Le bâton, instrument du forfait, bien qu'il fût d'un bois rare, très dense et compact, s'était cassé en deux sous la violence de cette rage insensée, et un bout hérissé d'éclats en avait roulé jusque dans le ruisseau voisin, tandis que l'autre, sans doute, était resté aux mains du criminel. On retrouva sur la victime une bourse et une montre en or, mais ni carte de visite ni papier, à l'exception d'une enveloppe cachetée et timbrée que le vieillard s'en allait probablement mettre à la poste et qui portait le nom et l'adresse de M. Utterson. Cette lettre fut remise dans la matinée au notaire comme il était encore couché. À peine eut-il jeté les yeux sur elle et entendu raconter l'événement, qu'il prit un air solennel et dit : « Je ne puis me prononcer tant que je n'aurai pas vu le corps, mais c'est peut-être très sérieux. Ayez l'obligeance de me laisser le temps de m'habiller. » Et, sans quitter sa contenance grave, il expédia son déjeuner en hâte et se fit mener au poste de police où l'on avait transporté le cadavre. À peine entré dans la cellule, il hocha la tête affirmativement. « Oui, dit-il, je le reconnais. J'ai le regret de vous apprendre que c'est là le corps de Sir Danvers Carew. »« Bon Dieu, monsieur !» s'écria le commissaire. « Est-il possible ?» Et tout aussitôt, ses yeux brillèrent d'ambition professionnelle. Il reprit : « Ceci va faire un bruit énorme, et peut-être pouvez-vous m'aider à retrouver le coupable. » Il raconta brièvement ce que la fille avait vu et exhiba la canne brisée. Au nom de Hyde, M. Utterson avait déjà dressé l'oreille, mais à l'aspect de la canne, il ne put douter davantage. Toute brisée et abîmée qu'elle était, il la reconnaissait pour celle dont lui-même avait fait cadeau à Henry Jekyll des années auparavant. Il demanda : « Ce monsieur Hyde est-il quelqu'un de petite taille ? » « Il est remarquablement petit et a l'air remarquablement mauvais. Telles sont les expressions de la fille, » répondit le commissaire. Monsieur Utterson réfléchit, après quoi, relevant la tête : « Si vous voulez venir avec moi dans mon cab, je me fais fort de vous mener à son domicile. » Il était alors environ 9 heures du matin, et c'était le premier brouillard de la saison. Un vaste dais d'une teinte marron recouvrait le ciel, mais le vent ne cessait de harceler et de mettre en déroute ses bataillons de vapeur. À mesure que le cab passait d'une rue dans l'autre, M. Utterson voyait se succéder un nombre étonnant de teintes et d'intensités crépusculaires. Ici, il faisait noir comme à la fin de la soirée. Là, c'était l'enveloppement d'un roux dense et livide, pareil à une étrange lueur d'incendie. Et ailleurs, pour un instant, le brouillard cessait tout à fait, et par une hagarde trouée, le jour perçait entre les nuées floconneuses. Vu sous ses aspects changeants, le triste quartier de Soho, avec ses rues boueuses, ses passants mal vêtus et ses réverbères qu'on n'avait pas éteints ou qu'on avait rallumés pour combattre ce lugubre retour offensif des ténèbres, apparaissait aux yeux du notaire comme emprunté à une ville de cauchemar. Ses réflexions, en outre, étaient de la plus sombre couleur, et lorsqu'il jetait les yeux sur son compagnon de voiture, il se sentait effleuré par cette terreur de la justice et de ses représentants qui vient assaillir parfois jusqu'aux plus honnêtes. Comme le cab s'arrêtait à l'adresse indiquée, le brouillard s'éclaircit un peu et lui laissa voir une rue sale, un grand bar populaire, un restaurant français de bas étage, une de ces boutiques où l'on vend des livraisons à 2 sous et des salades à 4, des tas d'enfants haillonneux grouillant sur les seuils et des quantités de femmes de toutes les nationalités qui s'en allaient, leurs clés à la main, absorber le petit verre matinal. Presque au même instant, le brouillard enveloppa de nouveau cette région d'une ombre épaisse et lui déroba la vue de ce peu recommandable entourage. Ici,
habitait le familier de Henry Jekyll, un homme qui devait hériter d'1/4 de livres sterling. Une vieille à face d'ivoire et à cheveux d'argent vint ouvrir. Elle avait un visage méchant, masqué d'hypocrisie, mais elle se tenait à merveille. On était bien en effet chez Monsieur Hyde, mais il se trouvait absent. Il était rentré fort tard dans la nuit, mais était ressorti au bout d'1 heure à peine, ce qui n'avait rien de surprenant, car ses habitudes étaient fort irrégulières, et il s'absentait souvent. Ainsi, il y avait hier près de 2 mois qu'elle ne l'avait vu. Eh bien alors, dit le notaire, faites-nous voir ses appartements. Et, comme la vieille s'y refusait, il ajouta: autant vous dire tout de suite qui est ce monsieur qui m'accompagne. C'est monsieur l'inspecteur Newcomen, de la Sûreté générale. Un éclair de hideuse joie illumina le visage de la femme. Ah, s'écria-t-elle, il a des ennuis. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Monsieur Utterson échangea un regard avec l'inspecteur. Il n'a pas l'air des plus populaires, fit observer ce dernier. Et maintenant, ma brave femme, laissez-nous donc, ce monsieur et moi, jeter un coup d'œil à l'intérieur. Dans toute l'étendue de la maison, où la vieille se trouvait absolument seule, monsieur Hyde ne s'était servi que de 2 pièces, mais il les avait aménagées avec luxe et bon goût. Un réduit était garni de vin, la vaisselle était d'argent, le linge fin, on voyait au mur un tableau de maître, cadeau, supposa Utterson, de Henry Jekyll, qui était assez bon connaisseur, et les tapis étaient moelleux et de ton discret. À cette heure cependant, l'aspect des pièces révélait aussitôt qu'on venait d'y fourrager depuis peu et en toute hâte. Des vêtements, les poches retournées, jonchaient le parquet, des tiroirs à serrure restaient béants, et la cheminée contenait un amas de cendres grisâtres, comme si on y avait brûlé une grande quantité de papier. En remuant ce tas, l'inspecteur découvrit, épargné par le feu, le talon d'un carnet de chèques vierge. L'autre moitié de la canne se retrouva derrière la porte. Et comme ceci confirmait définitivement ses soupçons, le fonctionnaire se déclara enchanté. Une visite à la banque, où l'on trouva le compte de l'assassin crédité de plusieurs milliers de livres, mit le comble à sa satisfaction. « Vous pouvez m'en croire, monsieur, affirma-t-il à monsieur Utterson, je le tiens. Il faut qu'il ait perdu la tête, sans quoi il n'eût jamais laissé derrière lui cette canne, ni surtout détruit ce carnet de chèques. L'argent, voyons, c'est la vie même pour lui. Nous n'avons plus rien d'autre à faire que de l'attendre à la banque et de publier son signalement. » Ceci, toutefois, n'alla pas sans difficulté, car peu de gens connaissaient M. Hyde. Le maître même de la servante ne l'avait vu que 2 fois, sa famille demeurait introuvable, il ne s'était jamais fait photographier, et les rares personnes en état de le décrire différaient considérablement selon la coutume des observateurs vulgaires. Ils ne s'accordaient que sur un point, à savoir l'impression obsédante de difformité indéfinissable qu'on ressentait à la vue du fugitif. Chapitre 5. L'incident de la lettre. Il était tard dans l'après-midi lorsque M. Utterson se présenta à la porte du docteur Jekyll, où il fut reçu aussitôt par Poole, qui l'emmena par les cuisines et en traversant une cour qui avait été autrefois un jardin, jusqu'au corps de logis qu'on appelait indifféremment le laboratoire ou la salle de dissection. Le docteur avait racheté la maison aux héritiers d'un chirurgien fameux, et comme lui-même s'occupait plutôt de chimie que d'anatomie, il avait changé la destination du bâtiment situé au fond du jardin. Le notaire était reçu pour la première fois dans cette partie de l'habitation de son ami. Il considérait avec curiosité ces murailles décrépites et dépourvues de fenêtres. Et ce furent des regards fâcheusement dépaysés qu'il promena autour de lui, lorsqu'il traversa l'amphithéâtre, jadis empli d'une foule d'étudiants attentifs, et à cette heure vide et silencieux, avec ses tables surchargées d'instruments de chimie,
son carreau encombré de touris et jonché de paille d'emballage sous le jour appauvri que laissait filtrer la coupole embrumée. À l'autre extrémité, des marches d'escalier aboutissaient à une porte revêtue de serge rouge par où M. Utterson fut enfin admis dans le cabinet du docteur. C'était une vaste pièce garnie tout autour d'étagères vitrées, meublée principalement d'une psyché et d'une table de travail, et ayant vue sur la cour par 3 fenêtres poussiéreuses et grillées de fer. Le feu brûlait dans l'âtre, une lampe allumée était disposée sur le rebord de la cheminée, car même dans les intérieurs, le brouillard commençait à s'épaissir. Et là, réfugié tout contre la flamme, était assis le docteur Jekyll, qui semblait très malade. Sans se lever pour venir à la rencontre de son visiteur, il lui tendit une main glacée et lui souhaita la bienvenue d'une voix altérée. « Et alors, lui dit M. Utterson, dès que Poole se fut retiré, vous avez appris les nouvelles ?» Le docteur frissonna. Il répondit : « On les criait sur la place, je les ai entendus de ma salle à manger. » « Un mot, dit le notaire. Carew était mon client, mais vous l'êtes aussi, et je tiens à savoir ce que je fais. Vous n'avez pas été assez fou pour cacher ce garçon ? » « Utterson, je prends Dieu à témoin, s'écria le docteur. Oui, je prends Dieu à témoin que je ne le reverrai de ma vie. Je vous donne ma parole d'honneur que tout est fini dans ce monde entre lui et moi. C'est absolument fini. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin de mon aide. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Il est à l'abri. Il est tout à fait à l'abri. Notez bien mes paroles. On n'aura plus jamais de ces nouvelles. Le notaire l'écoutait d'un air soucieux. L'attitude fiévreuse de son ami lui déplaisait. Il répliqua : « Vous semblez joliment sûr de lui, et dans votre intérêt, je souhaite que vous ne vous trompiez pas. Si le procès avait lieu, votre nom y serait peut-être prononcé. »« Je suis tout à fait sûr de lui, reprit Jekyll. Ma certitude repose sur des motifs qu'il m'est interdit de révéler à quiconque. Mais il y a un point sur lequel vous pouvez me conseiller. J'ai reçu une lettre, et je me demande si je dois la communiquer à la police. Je m'en remettrai volontiers à vous, Utterson. Vous jugeriez sainement, j'en suis convaincu. J'ai en vous la plus entière confiance. Vous craignez, j'imagine, que cette lettre ne puisse aider à le faire retrouver ? Interrogea le notaire. Non, répondit l'autre. Je ne puis dire que je me soucie du sort de Hyde. Tout est fini entre lui et moi. Je songeais à ma réputation personnelle, que cette odieuse histoire a quelque peu mise en péril. Utterson médita quelques instants. L'égoïsme de son ami le surprenait, tout en le rassurant. « Eh bien, soit, conclut-il enfin, faites-moi voir cette lettre. » Elle était libellée d'une singulière écriture droite et signée Edward Hyde. Elle déclarait, en termes assez laconiques, que le bienfaiteur du susdit Hyde, le docteur Jekyll, dont il avait longtemps si mal reconnu les 1000 bienfaits, ne devait éprouver aucune inquiétude au sujet de son salut, car il disposait de moyens d'évasion en lesquels il mettait une entière confiance. Cette lettre plut assez au notaire. Elle jetait sur cette liaison un jour plus favorable qu'il ne l'avait cru, et il se reprocha quelques-unes de ses suppositions passées. « Avez-vous l'enveloppe ? demanda-t-il. « Je l'ai brûlée, répondit Jekyll avant de songer à ce que je faisais. Mais elle ne portait pas de cachet postal. On a remis la lettre de la main à la main. »« Puis-je garder ce papier jusqu'à demain ? demanda Utterson. La nuit porte conseil. « Je vous laisse entièrement juge de ma conduite, repartit l'autre. J'ai perdu toute confiance en moi. »« Eh bien, je réfléchirai, conclut le notaire. Et maintenant un dernier mot. C'est Hyde qui vous a dicté les termes de votre testament ayant trait à votre disparition possible ? » Un accès de faiblesse parut envahir le docteur. Il serra les dents et fit un signe affirmatif.
J'en étais sûr, dit Utterson. Il comptait vous assassiner. Vous l'avez échappé belle. Bien mieux que cela, répliqua le docteur avec gravité. J'ai reçu une leçon. Ô Dieu, Utterson, quelle leçon j'ai reçue. Et il resta un moment la face cachée entre ses mains. Avant de quitter la maison, le notaire s'arrêta pour échanger quelques mots avec Poole. À propos, lui dit-il, on a apporté une lettre aujourd'hui. Quelle figure avait le messager? Mais Poole fut catégorique. Le facteur seul avait apporté quelque chose, et il n'a remis que des imprimés, ajouta-t-il. À cette nouvelle, le visiteur en s'éloignant sentit renaître ses craintes. D'évidence, la lettre était arrivée par la porte du laboratoire. Peut-être même avait-elle été écrite dans le cabinet. Et dans ce dernier cas, il fallait en juger différemment et ne s'en servir qu'avec beaucoup de circonspection. Les vendeurs de journaux sur son chemin s'égosillaient au long des trottoirs. Édition spéciale, abominable assassinat d'un membre du Parlement. C'était là pour lui l'oraison funèbre d'un client et ami, et il ne pouvait s'empêcher d'appréhender plus ou moins que la bonne renommée d'un autre encore ne fût entraînée dans le tourbillon du scandale. En tout cas, la décision qu'il avait à prendre était scabreuse, et en dépit de son assurance habituelle, il en vint peu à peu à désirer un conseil. Il ne pouvait être question de l'obtenir directement, mais peut-être, se disait-il, arriverait-on à le soutirer par un détour habile. Quelques minutes plus tard, il était chez lui, installé d'un côté de la cheminée, dont M. Guest, son principal clerc, occupait l'autre. À mi-chemin entre les deux, à une distance du feu judicieusement calculée, se dressait une bouteille d'un certain vieux vin qui avait longtemps séjourné à l'abri du soleil dans les caves de la maison. Le brouillard planait encore, noyant la ville, où les réverbères scintillaient comme des rubis, et parmi l'asphyxiante opacité de ces nuages tombés du ciel, le cortège sans cesse renouvelé de la vie urbaine se déroulait parmi les grandes artères, avec le bruit d'un vent véhément. Mais la lueur du feu égayait la chambre. Dans la bouteille, les acides du vin s'étaient depuis longtemps résolus. La pourpre impériale s'était atténuée avec l'âge, comme s'enrichit la tonalité d'un vitrail, et la splendeur des chaleureuses après-midi d'automne sur les pentes des vignobles n'attendait plus que d'être libérée pour disperser les brouillards londoniens. Graduellement, le notaire s'amollit. Il n'y avait personne envers qui il gardât moins de secrets que M. Guest, et il n'était même pas toujours sûr d'en garder autant qu'il le désirait. Guest avait fréquemment été chez le docteur pour affaires. Il connaissait Poole, il ne pouvait pas être sans avoir appris les accointances de M. Hyde dans la maison. Il avait dû en tirer ses conclusions. Ne valait-il donc pas mieux lui faire voir une lettre qui mettait ce mystère au point? Et cela d'autant plus que Guest, en sa qualité de grand amateur et expert en graphologie, considérerait la démarche comme naturelle et flatteuse? Le clerc, en outre, était de bon conseil. Il n'irait pas lire un document aussi singulier sans lâcher une remarque. Et d'après cette remarque, M. Utterson pourrait diriger sa conduite ultérieure. Bien triste histoire, cet assassinat de Sir Danvers, prononça le notaire. Oui, monsieur, en effet. Elle a considérablement ému l'opinion publique, répliqua Guest. Le criminel, évidemment, était fou. J'aimerais savoir votre avis là-dessus, reprit Utterson. J'ai ici un document de son écriture. Soit dit entre nous, car je ne sais pas encore ce que je vais en faire, c'est à tout prendre une vilaine histoire. Mais voici la chose, tout à fait dans vos cordes, un autographe d'assassin. Le regard de Guest s'alluma, et il s'attabla aussitôt pour examiner le papier avec avidité. Non, monsieur, dit-il, ce n'est pas d'un fou, mais c'est une écriture contrefaite. Comme son auteur alors, car lui aussi est très contrefait. À ce moment précis, le domestique entra, porteur d'un billet. Est-ce du docteur Jekyll, monsieur? Interrogea le clerc. Il m'a semblé reconnaître son écriture. Quelque chose de personnel, monsieur Utterson?
Une simple invitation à dîner. Pourquoi? Vous désirez la voir? Rien qu'un instant. Je vous remercie, monsieur. Et le clerc, disposant les papiers côte à côte, compara attentivement leur teneur. Merci, monsieur, dit-il enfin, en lui restituant les 2 billets. C'est un autographe des plus intéressants. Il y eut un silence, au cours duquel M. Utterson lutta contre lui-même. Puis il demanda tout à coup. Dites-moi, Guest, pourquoi les avez-vous comparés? Eh bien, monsieur, répondit le clerc, c'est qu'ils présentent une assez singulière ressemblance. Les 2 écritures sont sous beaucoup de rapports identiques. Elles ne diffèrent que par l'inclination. Assez singulier, dit Utterson. C'est comme vous dites assez singulier, répliqua Guest. Il vaut mieux que je ne parle pas de cette lettre, vous le voyez, dit le notaire. Non, monsieur, dit le clerc, je comprends. Mais monsieur Utterson ne fut plus tôt seul ce soir-là qu'il enferma la lettre dans son coffre-fort, d'où elle ne bougea plus désormais. Et quoi, songeait-il, Henry Jekyll devenu faussaire pour sauver un criminel? Et il sentit dans ses veines courir un frisson glacé. Chapitre 6. Le remarquable incident du docteur Lanyon. Le temps s'écoulait. Des milliers de livres étaient offerts en récompense, car la mort de Sir Danvers Carew constituait un malheur public. Mais M. Hyde se dérobait aux recherches de la police, tout comme s'il n'eût jamais existé. Son passé, toutefois, révélait beaucoup de faits également peu honorables. On apprenait des exemples de la cruauté de cet homme, aussi insensible que brutal, de sa vie de débauche, de ses étranges fréquentations, des haines qu'il avait provoquées autour de lui, mais sur ses faits et gestes présents, pas le moindre mot. À partir de la minute où il avait quitté sa maison de Soho, le matin du crime, il s'était totalement évanoui. De son côté, à mesure que le temps passait, M. Utterson se remettait peu à peu de sa chaude alarme et retrouvait sa placidité d'esprit. À son point de vue, la mort de Sir Danvers était largement compensée par la disparition de M. Hyde. Depuis que cette mauvaise influence n'existait plus, une vie nouvelle avait commencé pour le docteur Jekyll. Il sortait de sa réclusion, voyait de nouveau ses amis, redevenait leur hôte et leur boute-en-train habituel. Et s'il avait toujours été connu pour ses charités, il se distinguait non moins à cette heure par sa religion. Il était actif, sortait beaucoup, se portait bien, son visage semblait épanoui et illuminé par l'intime conscience de son utilité sociale. Bref, durant plus de 2 mois, le docteur vécut en paix. Le 8 janvier, Utterson avait dîné chez le docteur, en petit comité, Lanyon était là, et le regard de leur hôte allait de l'un à l'autre, comme au temps jadis, alors qu'ils formaient un trio d'amis inséparables. Le 12 et à nouveau le 14, le notaire trouva porte close. Le docteur, lui annonça Poole, s'est enfermé chez lui et ne veut recevoir personne. Le 15, il fit une nouvelle tentative et essuya le même refus. Comme il s'était réhabitué depuis 2 mois à voir son ami presque quotidiennement, ce retour à la solitude lui pesa. Le 5e soir, il retint Guest à dîner avec lui, et le 6e, il se rendit chez le docteur Lanyon. Là, du moins, on ne refusa pas de le recevoir. Mais lorsqu'il entra, il fut frappé du changement qui s'était produit dans l'apparence du docteur. Celui-ci avait son arrêt de mort inscrit en toutes lettres sur son visage. Cet homme au teint florissant était devenu blême. Ses chairs s'étaient flétries, il était visiblement plus chauve et plus vieux, mais ce qui retint l'attention du notaire plus encore que ses témoignages d'une prompte déchéance physique, ce fut une altération du regard et de la manière d'être qui semblait révéler une âme en proie à quelque terreur profonde. Il était peu vraisemblable que le docteur dût craindre la mort, et ce fut néanmoins là ce qu'Utterson fut tenté de soupçonner. Oui, songeait-il, comme médecin, il ne peut manquer de savoir où il en est, et que ses jours sont comptés. Cette certitude l'accable.
Et néanmoins, quand Utterson lui parla de sa mauvaise mine, ce fut avec un air de grande fermeté que Lannion se déclara condamné. « J'ai reçu un coup, dit-il, dont je ne me remettrai pas. Ce n'est plus qu'une question de semaines. Tant pis. La vie avait du bon, je l'aimais. Oui, monsieur, je m'étais habitué à l'aimer. Je songe parfois que si nous savions tout, nous n'aurions plus d'autre désir que de disparaître. » Jekyll est malade lui aussi, remarqua Utterson. L'avez-vous vu? Mais Lannion changea de visage, et il leva une main tremblante. Je refuse désormais de voir le docteur Jekyll ou d'entendre parler de lui, dit-il d'une voix forte et mal assurée. J'ai rompu à tout jamais avec cet homme, et je vous prie de m'épargner toute allusion à quelqu'un que je considère comme mort. Monsieur Utterson eut un clappement de langue désapprobateur, et après un long silence, il demanda: « Ne puis-je rien faire? Nous sommes trop fort vieux amis, Lannion. Nous ne vivrons plus assez longtemps pour en trouver d'autres. » « Il n'y a rien à faire, répliqua Lannion. Interrogez-le lui-même. »« Mais il refuse de me voir, dit le notaire. »« Cela ne m'étonne pas, repartit l'autre. Un jour, Utterson, lorsque je serai mort, vous apprendrez peut-être les bonnes et les mauvaises raisons de cette rupture. Je ne puis vous les dire, et en attendant, si vous vous sentez capable de vous asseoir et de parler d'autre chose, pour l'amour de Dieu, restez et faites-le. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir sur ce maudit sujet, alors au nom de Dieu, allez-vous-en, car je ne le supporterai pas. Sitôt rentré chez lui, Utterson se mit à son bureau et écrivit à Jekyll, se plaignant d'être exclu de chez lui et lui demandant la cause de cette fâcheuse brouille avec Lannion. Le lendemain, il reçut une longue réponse, rédigée en termes le plus souvent très véhéments, mais çà et là d'une obscurité impénétrable. Le différend avec Lannion était sans remède. « Je ne blâme pas notre vieil ami, écrivait Jekyll, mais je partage son avis que nous ne devons jamais nous revoir. J'ai l'intention dorénavant de mener une vie extrêmement retirée. Il ne faut pas vous en étonner, et vous ne devez pas non plus douter de mon amitié, si ma porte est souvent condamnée même pour vous. Laissez-moi suivre ma voie ténébreuse. J'ai attiré sur moi un châtiment et un danger qu'il m'est interdit de préciser. Si je suis un grand coupable, je souffre aussi en proportion. Je ne croyais pas que cette terre pût renfermer des souffrances et des terreurs à ce point démoralisantes. La seule chose que vous puissiez faire pour alléger mon sort, Utterson, c'est de respecter mon silence. » Utterson en fut stupéfait. La sinistre influence de Hyde avait disparu, le docteur était retourné à ses travaux et à ses amitiés d'autrefois. 8 jours plus tôt, l'avenir le plus souriant lui promettait une vieillesse heureuse et honorée, et voilà qu'en un instant, amitié, paix d'esprit et toutes les joies de son existence sombraient à la fois. Une métamorphose aussi complète et aussi imprévue relevait de la folie. Mais d'après l'attitude et les paroles de Lannion, elle devait avoir une raison plus profonde et cachée. Au bout de 8 jours, Lannion s'alita, et en un peu moins d'une quinzaine, il était mort. Le soir des funérailles, qu'il avait affecté douloureusement, Utterson s'enferma à clé dans son cabinet de travail et, s'attablant à la lueur mélancolique d'une bougie, sortit et étala devant lui une enveloppe libellée de la main et scellée du cachet de son ami défunt. Confidentiel, destiné à J. Utterson seul, et en cas de sien précédé à détruire tel quel, disait la suscription impérative. Le notaire redoutait de passer au contenu. J'ai déjà enterré un ami aujourd'hui, songeait-il. Qui sait si ce papier ne va pas m'en coûter un second? Mais il repoussa cette crainte comme injurieuse et rompit le cachet. Il y avait à l'intérieur un autre pli également scellé et dont l'enveloppe portait
à n'ouvrir qu'au cas de mort ou de disparition du docteur Henry Jekyll. Utterson n'en croyait pas ses yeux. Oui, le mot disparition y était bien. Ici encore, de même que dans l'absurde testament qu'il avait depuis longtemps restitué à son auteur, ici encore se retrouvait l'idée de disparition, accolée au nom d'Henry Jekyll. Mais dans le testament, cette idée avait jailli de la sinistre inspiration du sieur Hyde. On ne l'y employait que dans un dessein trop clair et trop abominable. Écrit de la main de Lanyon, que pouvait-il signifier? Une grande curiosité envahit le dépositaire. Il fut tenté de passer outre l'interdiction et de plonger tout de suite au fond de ces mystères. Mais l'honneur professionnel et la parole donnée à son ami défunt lui imposaient des obligations impérieuses. Et le paquet alla dormir dans le coin le plus reculé de son coffre-fort. Il est plus facile de réfréner sa curiosité que de l'abolir, et on peut se demander si, à partir de ce jour, Utterson rechercha avec le même empressement la compagnie de son ami survivant. Il songeait à lui avec bienveillance, mais ses pensées étaient inquiètes et pleines de crainte. Il alla bien pour lui faire visite, mais il fut presque soulagé de se voir refuser l'entrée de chez lui. Peut-être, au fond, préférait-il causer avec Poole, sur le seuil, à l'air libre et environné par les bruits de l'immense capitale, plutôt que d'être reçu dans ce domaine d'une volontaire servitude, pour rester à s'entretenir avec son impénétrable reclus. Poole n'avait d'ailleurs que des nouvelles assez fâcheuses à communiquer. Le docteur, d'après lui, se confinait de plus en plus dans le cabinet au-dessus du laboratoire, où il couchait même quelquefois. Il était triste et abattu, devenait de plus en plus taciturne et ne lisait plus. Il semblait rongé de soucis. Utterson s'accoutuma si bien à l'uniformité de ses rapports qu'il diminua peu à peu la fréquence de ses visites. Chapitre 7. L'incident de la fenêtre. Un dimanche, comme M. Utterson faisait avec M. Enfield sa promenade coutumière, il arriva que leur chemin les fit passer de nouveau par la petite rue. Arrivés à hauteur de la porte, tous deux s'arrêtèrent pour la considérer. « Allons, dit Enfield, voilà cette histoire-là enfin terminée. Nous ne reverrons plus jamais M. Hyde. »« Je l'espère, dit Utterson. Vous ai-je raconté que je l'ai vu une fois et que j'ai partagé votre sentiment de répulsion ?» L'un ne pouvait aller sans l'autre, répliqua Enfield. Et entre parenthèses, combien vous avez dû me juger stupide d'ignorer que cette porte fut une sortie de derrière pour le docteur Jekyll. C'est en partie votre faute si je l'ai découvert par la suite. Alors vous y êtes arrivé, en fin de compte, reprit Utterson. Mais puisqu'il en est ainsi, rien ne nous empêche d'entrer dans la cour et de jeter un coup d'œil aux fenêtres. À vous parler franc, je ne suis pas rassuré au sujet de ce pauvre Jekyll, et même du dehors, il me semble que la présence d'un ami serait capable de lui faire du bien. Il faisait très froid et un peu humide dans la cour, et le crépuscule l'emplissait déjà, bien que le ciel, tout là-haut, fût encore illuminé par le soleil couchant. Des trois fenêtres, celle du milieu était à demi ouverte et installée derrière, prenant l'air avec une mine d'une désolation infinie, tel un prisonnier sans espoir. Le docteur Jekyll apparut à Utterson. « Tiens, vous voilà, Jekyll !» s'écria ce dernier. « Vous allez mieux, j'espère. » « Je suis très bas, Utterson, » répliqua mornement le docteur, « très bas. Je n'en ai plus pour longtemps, Dieu merci. »« Vous restez trop enfermé, dit le notaire. Vous devriez sortir un peu, afin de vous fouetter le sang, comme M. Enfield et moi. Je vous présente mon cousin, M. Enfield, le docteur Jekyll. Allons, voyons, prenez votre chapeau et venez faire un petit tour avec nous. » Vous êtes bien bon, soupira l'autre, cela me ferait grand plaisir. Mais non, 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 c'est absolument impossible, je n'ose pas. Quand même, Utterson, je suis fort heureux de vous voir. C'est pour moi un réel plaisir. Je vous prierai bien de monter avec M. Enfield, mais la pièce n'est vraiment pas en état. Ma foi, tant pis, dit le notaire avec bonne humeur.
Rien ne nous empêche de rester ici en bas et de causer avec vous d'où vous êtes. C'est précisément ce que j'allais me hasarder à vous proposer, répliqua le docteur avec un sourire. Mais il n'avait pas achevé sa phrase que le sourire s'éteignit sur son visage et fit place à une expression de terreur et de désespoir si affreuse qu'elle glaça jusqu'à la moelle les deux gentlemen d'en bas. Ils ne l'aperçurent d'ailleurs que dans un éclair, car la fenêtre se referma instantanément. Mais cet éclair avait suffi, et, tournant les talons, ils sortirent de la cour sans prononcer un mot. Dans le même silence, ils remontèrent la petite rue, et ce fut seulement à leur arrivée dans une grande artère voisine, où persistaient, malgré le dimanche, quelques traces d'animation, que M. Utterson se tourna enfin et regarda son compagnon. Tous deux étaient pâles, et leurs yeux reflétaient un effroi identique. « Que Dieu nous pardonne! Que Dieu nous pardonne! » répéta M. Utterson. Mais M. Enfield se contenta de hocher très gravement la tête et se remit à marcher en silence. Chapitre 8. La dernière nuit. Un soir après dîner, comme M. Utterson était assis au coin de son feu, il eut l'étonnement de recevoir la visite de Poole. « Miséricorde, Poole, qu'est-ce qui vous amène » s'écria-t-il. Et puis, l'ayant considéré avec plus d'attention, « Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que le docteur est malade ?»« Monsieur Utterson, dit l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas droit. »« Prenez un siège, et voici un verre de vin pour vous, dit le notaire. Maintenant, ne vous pressez pas, et exposez-moi clairement ce que vous désirez. »« Monsieur, répliqua Poole, vous savez que le docteur a pris l'habitude de s'enfermer. Eh bien, il s'est enfermé de nouveau dans son cabinet de travail, et cela ne me plaît pas, monsieur. Que je meure si cela me plaît. Monsieur Utterson, je vous assure, j'ai peur. »« Voyons, mon brave, dit le notaire, expliquez-vous. De quoi avez-vous peur ?»« Il y a déjà près d'une semaine que j'ai peur, répliqua Poole, faisant la sourde oreille à la question, et je ne peux plus supporter ça. » La physionomie du domestique confirmait amplement ces paroles. Il n'avait plus aucune tenue, et à part le moment où il avait d'abord avoué sa peur, il n'avait pas une seule fois regardé le notaire en face. À présent même, il restait assis, le verre de vin posé intact sur son genou et le regard fixé sur un coin du parquet. « Je ne peux plus supporter ça, répéta-t-il. « Allons, Poole, dit le notaire, je vois que vous avez quelques bonnes raisons. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va réellement pas droit. Essayez de me raconter ce que c'est. »« Je crois qu'il s'est commis un mauvais coup, dit Poole, d'une voix rauque. »« Un mauvais coup » s'exclama le notaire, passablement effrayé et assez porté à se fâcher en conséquence. « Quel mauvais coup? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je n'ose pas dire, monsieur, reprit l'autre, mais voulez-vous venir avec moi vous rendre compte par vous-même ?» Pour toute réponse, M. Utterson se leva et alla prendre son chapeau et son pardessus. Mais il fut tout étonné de voir quel énorme soulagement exprimaient les traits du maître d'hôtel, et il s'étonna peut-être autant de voir le vin toujours intact dans le verre du valet lorsque celui-ci le déposa pour partir. C'était une vraie nuit de mars, tempétueuse et froide, un pâle croissant de lune, couché sur le dos comme si le vent le culbutait, luisait sous un tissu diaphane et léger de fuyantes enfilochures nuageuses. Le vent coupait presque la parole et sa flagellation mettait le sang au visage. Il semblait en outre avoir vidé les rues de passants plus qu'à l'ordinaire, et M. Utterson croyait n'avoir jamais vu cette partie de Londres aussi déserte. Il eût préféré le contraire. Jamais encore il n'avait éprouvé un désir aussi vif de voir et de coudoyer ses frères humains. Car, en dépit de ses efforts, il avait l'esprit accablé sous un angoissant pressentiment de catastrophe. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, le vent y soulevait des tourbillons de poussière et les ramures squelettiques du jardin flagellaient les grilles. Poole, qui durant tout le trajet n'avait cessé de marcher un pas ou deux en avant, fit halte au milieu de la chaussée et, malgré l'âpre bise, il retira son chapeau et s'épongea le front avec un mouchoir de poche rouge. Mais en dépit de la course rapide,
Ce qu'il essuyait n'était pas la transpiration due à l'exercice, mais bien la sueur d'une angoisse qui l'étranglait, car sa face était blême et sa voix, lorsqu'il prit la parole, rauque et entrecoupée. Eh bien, monsieur, dit-il, nous y voici, et Dieu fasse qu'il ne soit pas arrivé de malheur. Ainsi soit-il, Poule, dit le notaire. Là-dessus, le valet heurta d'une façon très discrète la porte, s'ouvrit, retenue par la chaîne, et de l'intérieur une voix interrogea. C'est vous, Poule? Tout va bien, répondit Poule. Ouvrez. Le vestibule où ils pénétrèrent était brillamment éclairé. On avait fait un grand feu, et autour de l'âtre toute la domesticité, mâle et femelle, se tenait rassemblée en tas, comme un troupeau de moutons. À la vue de M. Utterson, la femme de chambre fut prise de gênements nerveux, et la cuisinière, s'écriant « Dieu merci, voilà M. Utterson !» s'élança au-devant de lui comme pour lui sauter au cou. « Quoi donc? Quoi donc? Que faites-vous tous ici ?» interrogea le notaire avec aigreur. « C'est très irrégulier, très incorrect. S'il le savait, votre maître serait loin d'être satisfait. »« C'est qu'ils ont tous peur, » dit Poule. Nul ne protesta, et il se fit un grand silence. On n'entendait que la femme de chambre qui s'était mise à pleurer tout haut. « Taisez-vous, lui dit Poule, d'un ton furieux qui témoignait de son énervement personnel. Et de fait, quand la femme de chambre avait tout à coup haussé la gamme de ses larmes lamentations, tous avaient tressailli et s'étaient tournés vers la porte intérieure avec des airs de crainte et d'anxiété. Et maintenant, continua le maître d'hôtel en s'adressant au marmiton, passez-moi un bougeoir, nous allons tirer cela au clair tout de suite. Puis, ayant pris M. Utterson de le suivre, il l'emmena dans le jardin de derrière. À présent, monsieur, lui dit-il, vous allez faire le moins de bruit possible. Je tiens à ce que vous entendiez, et je ne tiens pas à ce qu'on vous entende. Et surtout, monsieur, si par hasard il vous demandait d'entrer, n'y allez pas. À cette conclusion imprévue, M. Utterson eut un sursaut nerveux qui manqua à lui faire perdre l'équilibre, mais il rassembla son courage et suivit le maître d'hôtel dans le bâtiment du laboratoire. Puis, traversant l'amphithéâtre de dissection, encombré de touris et de flacons, il arriva au pied de l'escalier. Là, Poule lui fit signe de se reculer de côté et d'écouter. Et lui-même, déposant le bougeoir et faisant un appel visible à toute sa résolution, monta les marches et d'une main mal assurée frappa sur la serge rouge de la porte du cabinet. « Monsieur, c'est monsieur Utterson qui demande à vous voir, annonça-t-il. Et en même temps, d'un geste impératif, il engagea le notaire à prêter l'oreille. Une voix plaintive répondit de l'intérieur. « Dites-lui qu'il m'est impossible de recevoir qui que ce soit. »« Bien, monsieur, » dit Poule, avec dans la voix une sorte d'accent de triomphe. Et, reprenant le bougeoir, il ramena M. Utterson par la cour jusque dans la grande cuisine où le feu était éteint et où les blattes sautillaient sur le carreau. « Monsieur, dit-il en regardant M. Utterson dans les yeux, est-ce la voix de mon maître ?»« Elle m'a paru bien changée, répondit le notaire très pâle, mais sans détourner le regard. « Changée ? Certes oui, je le pense, reprit le maître d'hôtel. Après 20 ans passés dans la demeure de cet homme, pourrais-je ne pas connaître sa voix ? Non, monsieur, on a fait disparaître mon maître. On l'a fait disparaître, il y a 8 jours, lorsque nous l'avons entendu invoquer le nom de Dieu. Et qui est là à l'intérieur à sa place ? Et pourquoi on reste là, monsieur Utterson ? C'est une chose qui crie vengeance au ciel. Voici un conte bien étrange, Paul. Voici un conte plutôt invraisemblable, mon ami, dit monsieur Utterson en se mordillant le doigt. À supposer qu'il en soit comme vous l'imaginez, à supposer que le docteur Jekyll ait été, eh bien oui, assassiné, quel motif de rester pourrait avoir son meurtrier ? Cela ne tient pas debout, cela ne supporte pas l'examen. Eh bien, monsieur Utterson, vous êtes difficile à convaincre, mais je ne désespère pas d'y arriver, dit Poole. Toute cette dernière semaine, sachez-le donc, cet homme ou cet être, ou ce je ne sais quoi qui loge dans le cabinet, n'a cessé jour et nuit de réclamer à corps et à cri
un certain médicament sans arriver à l'obtenir à son idée. Il lui arrivait de temps à autre, c'est de mon maître que je parle, d'écrire ses ordres sur une feuille de papier qu'il jetait dans l'escalier. Nous n'avons rien eu d'autre ces 8 derniers jours, rien que des papiers et portes de bois, et jusqu'au repas qu'on lui laissait là et qu'il rentrait en cachette lorsque personne ne le voyait. Eh bien, monsieur, tous les jours, oui, et même 2 ou 3 fois dans une seule journée, c'était des ordres et des réclamations, et il m'a fallu courir chez tous les droguistes en gros de la ville. Chaque fois que je rapportais le produit, c'était un nouveau papier pour me dire de le renvoyer parce qu'il n'était pas pur, et un nouvel ordre pour une autre maison. Ce produit, monsieur, on en a terriblement besoin pour je ne sais quel usage. Avez-vous gardé quelqu'un de ces papiers demanda M. Utterson. Poole fouilla dans sa poche et en sortit un billet tout froissé, que le notaire, se penchant plus près de la bougie, déchiffra avec attention. En voici le contenu. Le docteur Jekyll présente ses salutations à M. Mao. Il leur affirme que le dernier échantillon qu'ils lui ont fait parvenir est impur et absolument inutilisable pour son présent besoin. En l'année 1800, le docteur Jekyll en a acheté une assez grande quantité chez messieurs Mao. Il les prie aujourd'hui de vouloir bien faire les recherches les plus diligentes et s'il leur en reste un peu de la même qualité, de le lui envoyer aussitôt. Peu importe le coût, ce produit est pour le docteur Jekyll d'une importance tout à fait exceptionnelle. Jusqu'ici, l'allure du billet s'était maintenue suffisamment normale, mais arrivé là, écorchant soudain le papier d'une plume rageuse, le scripteur avait donné libre cours à ses sentiments. Pour l'amour de Dieu, ajoutait-il, retrouvez-moi un peu de l'ancien. Voici un billet étrange, dit M. Utterson, puis avec sévérité. Comment se fait-il que vous l'ayez tout décacheté en votre possession? L'employé de chez Mao était si fort en colère, monsieur, qu'il me l'a rejeté comme de l'ordure, répondit Poole. C'est indiscutablement l'écriture du docteur, vous savez, reprit le notaire. Je me disais bien qu'elle y ressemblait, dit le serviteur mal convaincu. Et puis, sur un nouveau ton, il reprit. Mais qu'importe l'écriture, puisque je l'ai vue. Vous l'avez vue, répéta M. Utterson, et alors? Tenez, dit Poole, voici la chose. Je suis entré tout d'un coup dans l'amphithéâtre, venant du jardin. Il avait dû se glisser au dehors pour se mettre en quête du produit ou faire je ne sais quoi, car la porte du cabinet était ouverte, et il se trouvait tout au fond de la salle en train de fourrager parmi les touris. À mon arrivée, il leva les yeux, poussa comme un cri plaintif et s'enfuit par l'escalier jusque dans le cabinet. Je ne l'ai vu qu'une minute, mais les cheveux m'en ont dressé sur le crâne comme des baguettes. Dites, monsieur, si c'était là mon maître, pourquoi avait-il un masque sur la figure? Si c'était mon maître, pourquoi a-t-il poussé ce cri de rat et pourquoi s'est-il sauvé en me voyant? Je l'ai servi assez longtemps. Et puis... Mais l'homme se tut et se passa la main sur le visage. Toutes ces circonstances sont en effet bien bizarres, dit M. Utterson, mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître, Poole, est sans nul doute atteint d'une de ces maladies qui torturent à la fois et défigurent leurs victimes. De là, selon toute probabilité, l'altération de sa voix. De là, le masque et son éloignement de ses amis. De là, son anxiété de trouver ce produit, grâce auquel la pauvre âme garde l'espoir d'une guérison finale. Dieu fasse que cet espoir ne soit pas trompé. Voilà mon explication. Elle est suffisamment triste, Poole, voire affreuse à envisager, mais elle est simple et naturelle, elle est cohérente, et elle nous délivre de toute crainte exagérée. Monsieur, dit le maître d'hôtel, envahi d'une pâleur livide, cet être n'était pas mon maître, et voilà la vérité. Mon maître, et ce disant, il regarda autour de lui et baissa la voix, est un homme grand et bien fait, et celui-ci était une sorte de nabot. Utterson voulut protester. « Oh, monsieur, s'écria Poole, croyez-vous que je ne connaisse pas mon maître au bout de 20 ans?
Croyez-vous que je ne sache pas à quelle hauteur sa tête arrive dans l'encadrement de la porte du cabinet où je l'ai vue chaque matin de ma vie? Non, monsieur, jamais. Cet être au masque n'était pas le docteur Jekyll, et c'est mon intime conviction qu'il y a eu assassinat. Poole, répliqua le notaire, dès lors que vous dites cela, je vais me trouver dans l'obligation de m'en assurer. Malgré tout mon désir de ménager les sentiments de votre maître, malgré tous mes doutes en présence de ce billet qui semble prouver qu'il est encore vivant, je dois considérer comme de mon devoir de forcer cette porte. Ah, monsieur Utterson, voilà qui est parlé, s'écria le maître d'hôtel. Et maintenant, passons à une autre question, reprit Utterson. Qui va s'en charger? Mais vous et moi, monsieur, répliqua l'autre sans sourciller. Très bien dit, déclara le notaire, et quoi qu'il en résulte, je saurai faire en sorte que vous n'y perdiez rien. Il y a une hache dans l'amphithéâtre, continua Poole, et vous pourriez prendre pour vous le tisonnier de la cuisine. Le notaire s'empara de cet outil grossier mais pesant et le brandit. Savez-vous, Poole, dit-il en levant les yeux, que nous allons, vous et moi, nous exposer à un certain danger? Certes, monsieur, vous pouvez bien le dire, répondit le maître d'hôtel. Il vaut mieux donc parler franc. Nous en savons l'un et l'autre plus long que nous n'en avons dit. Ne nous cachons plus rien. Cet individu masqué que vous avez vu, l'avez-vous reconnu? Ma foi, monsieur, cela s'est fait si vite, et cette créature était tellement courbée en deux, que je n'en jurerais pas. Mais si vous voulez dire, était-ce monsieur Hyde? Eh bien, oui, je crois que c'était lui. Voyez-vous, il était à peu près de la même carrure, et il avait la même démarche leste et agile. Et d'ailleurs, qui d'autre aurait pu s'introduire par la porte du laboratoire? N'oubliez pas, monsieur, que lors du crime, il avait encore la clé sur lui. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais, monsieur Utterson, si vous avez jamais rencontré ce monsieur Hyde. Si fait, répliqua le notaire. J'ai causé une fois avec lui. En ce cas, vous devez savoir aussi bien que nous tous que ce gentleman avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui vous retournait. Je ne sais vraiment pas m'expliquer autrement que ceci. On se sentait devant lui comme un vide et un froid dans les moelles. J'avoue que j'ai éprouvé un peu ce que vous dites là, fit M. Utterson. Vous y êtes, monsieur. Eh bien, quand cette créature masquée a jailli tel un singe d'entre les produits chimiques et a filé dans le cabinet, c'est comme de la glace qui m'est descendue le long de l'échine. Oh, je sais bien que ce n'est pas une preuve, monsieur Utterson. Je suis assez instruit pour cela. Mais on a sa petite jugeote, et je vous jure que sur la Bible, c'était là monsieur Hyde. Soit, soit, dit le notaire, mes craintes m'inclinent à le croire aussi. Du mal, j'en ai peur. Il ne pouvait sortir que du mal de cette relation. Si fait, vraiment, je vous crois. Je crois que ce pauvre Harry a été tué, et je crois que son assassin, dans quel but Dieu seul pourrait le dire, s'attarde encore dans la demeure de sa victime. Eh bien, nous lui apporterons la vengeance. Faites venir Bradshaw. Le valet désigné arriva, très pâle et énervé. Remettez-vous, Bradshaw, lui dit le notaire. Cette attente, je le sais, vous est pénible à tous, mais nous avons pris la résolution d'en finir. Poole et moi, nous allons pénétrer de vive force dans le cabinet. Si tout est en règle, j'ai assez bon dos pour supporter la responsabilité. Cependant, de crainte qu'il n'y ait réellement du mauvais ou qu'un malfaiteur ne tente de s'échapper par les derrières, vous ferez le tour par le coin avec le marmiton, muni d'une bonne trique chacun, et vous vous posterez à la porte du laboratoire. Nous vous laissons 10 minutes pour prendre vos dispositions. Tandis que Bradshaw s'éloignait, le notaire, consultant sa montre, ajouta « Et maintenant, Poole, prenons les nôtres. » Et emportant le tisonnier sous son bras, il s'avança le premier dans la cour. Les nuages s'étaient amoncelés devant la lune, et il faisait à cette heure tout à fait noir. Le vent, qui n'arrivait au fond de ce puits de bâtiment que par bouffées intermittentes, faisait vaciller la flamme de la bougie. Mais enfin ils arrivèrent dans l'abri de l'amphithéâtre, où ils s'assirent pour attendre en silence.
La rumeur grandiose de Londres s'élevait de toutes parts, mais à proximité immédiate, le silence n'était interrompu que par le bruit d'un pas allant et venant sur le parquet du cabinet. C'est ainsi qu'il marche toute la journée, monsieur, chuchota Poole. Oui, et voire la plus grande partie de la nuit. Il n'y a un peu de répit que quand il reçoit un nouvel échantillon de chez le droguiste. Ah, il faut une bien mauvaise conscience pour être ainsi ennemi du repos. Ah, monsieur, dans chacun de ces pas, il y a du sang traîtreusement répandu. Mais écoutez encore, d'un peu plus près, et dites-moi, monsieur Utterson, du fond du cœur, est-ce l'allure du docteur? Les pas résonnaient furtifs et légers, et quasi dansants malgré leur lenteur. Ils déféraient complètement de la marche pesante et sonore de Henry Jekyll. Utterson poussa un soupir et demanda: Est-ce qu'on n'entend jamais rien d'autre? Poole fit un signe affirmatif et répondit: Si, une fois. Une fois, je l'ai entendu pleurer. Pleurer? Comment cela? Reprit le notaire, envahi tout à coup d'un frisson d'horreur. Pleurer comme une femme ou comme une âme en peine, répondit le maître d'hôtel. Quand je suis parti, cela m'est resté sur le cœur, si bien que j'en aurais pleuré aussi. Mais les 10 minutes tiraient à leur fin. Poole sortit la hache de dessous un tas de paille d'emballage. On déposa le bougeoir sur la table la plus proche afin d'y voir clair pour l'attaque. Et, retenant leur souffle, tous deux s'approchèrent du lieu où ce pas inlassable allait sans cesse de long en large, et de large en long, dans le calme de la nuit. Jekyll, appela Utterson d'une voix forte, je demande à vous voir. Il se tut quelques instants, mais ne reçut pas de réponse. Il reprit. Je vous en préviens tout net, nos soupçons sont éveillés. Il faut que je vous voie, et je vous verrai. Et si ce n'est pas par la persuasion, ce sera autrement. Si ce n'est de votre bon gré, ce sera par la violence. Utterson, cria la voix, pour l'amour de Dieu, ayez pitié. Ah, ce n'est pas la voix de Jekyll, c'est celle de Hyde, s'écria Utterson. Enfoncez la porte, Poole. Poole balança la hache par-dessus son épaule. Sous le coup, le bâtiment retentit et la porte à serge rouge rebondit contre la serrure et les gonds. Du cabinet jaillit un hurlement de détresse, d'une épouvante tout animale. La hache se releva de nouveau les panneaux craquèrent et l'encadrement sursauta. À 4 reprises, le coup retomba, mais le bois était dur et la menuiserie solide. Ce fut seulement au 5e que la serrure disjointe s'arracha et que les débris de la porte s'abattirent à l'intérieur sur le tapis. Les assiégeants, intimidés par leur propre tapage et par le silence qui lui avait succédé, hésitèrent un peu et regardèrent dans le cabinet qui s'étalait sous leurs yeux à la paisible lumière de la lampe. Un bon feu clair pétillait dans l'âtre, la bouilloire chantonnait son léger refrain, on voyait 2 ou 3 tiroirs ouverts, des papiers disposés en ordre sur la table de travail, et tout près du feu le nécessaire préparé pour le thé. On eût dit l'intérieur le plus tranquille, et à part les étagères vitrées pleines d'instruments de chimie, le plus banal qu'il y eût ce soir-là dans tout Londres. Au beau milieu gisait le corps d'un homme tordu par l'agonie et encore palpitant. Ils s'approchèrent à pas légers, le retournèrent sur le dos et reconnurent les traits de M. Hyde. Il était vêtu d'habits beaucoup trop grands pour lui, d'habits faits à la taille du docteur. Les muscles de son visage vibraient encore d'une apparence de vie, mais la vie elle-même l'avait bien abandonné. La fiole broyée qu'il tenait encore, avec l'odeur d'amandes amères qui flottait dans la pièce, révéla à Utterson qu'il avait devant lui le cadavre d'un suicidé. « Nous sommes arrivés trop tard, dit-il d'un ton sévère, aussi bien pour sauver que pour punir. Hyde est allé trouver son juge. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le corps de votre maître. » La portion du bâtiment de beaucoup la plus importante était occupée par l'amphithéâtre, qui constituait presque tout le rez-de-chaussée et recevait le jour d'en haut, et par le cabinet qui formait le premier étage à un bout et prenait vue sur la cour. Un corridor reliait l'amphithéâtre
à la porte donnant sur la petite rue. En outre, le cabinet communiquait séparément avec celle-ci par un second escalier. Il y avait aussi plusieurs réduits obscurs et une vaste cave. Tout cela fut alors minutieusement passé en revue. Chaque réduit n'exigea qu'un coup d'œil, car tout était vide, et à voir la poussière qui tombait de leurs portes, aucun d'eux n'avait de longtemps été ouvert. La cave, il est vrai, était encombrée d'un amas d'objets hétéroclites, datant pour la plupart de l'époque du chirurgien prédécesseur de Jekyll. Mais rien qu'en ouvrant la porte, ils furent avertis de l'inutilité de plus amples recherches, par la chute d'un revêtement compact de toile d'araignée qui avait depuis des ans condamné l'entrée. Nulle part on ne voyait trace de Henry Jekyll, ni mort, ni vivant. Poole frappa du pied les dalles du corridor. Il doit être enterré là, dit-il en prêtant l'oreille à la résonance. À moins qu'il ne se soit enfui, dit Utterson. Et il s'en alla examiner la porte de la petite rue. Elle était fermée de l'intérieur, et tout auprès, gisant sur les dalles, se trouvait la clé, déjà tachée de rouille. Elle n'a pas l'air de servir beaucoup, remarqua le notaire. De servir, répéta Poole. Ne voyez-vous donc pas, monsieur, qu'elle est brisée, comme si quelqu'un avait donné un coup de talon dessus? C'est juste, fit Utterson, et même les cassures sont rouillées. Les deux hommes s'entre-regardèrent, ébahis. Ceci me dépasse, Poole, dit le notaire. Retournons dans le cabinet. Ils gravirent l'escalier en silence, et non sans jeter par intervalles au cadavre un regard terrifié, se mirent à examiner plus en détail le contenu de la pièce. Sur une table se voyaient des traces d'opérations chimiques. Plusieurs tas dosés d'un sel blanchâtre étaient préparés sur des soucoupes de verre, comme pour une expérience au milieu de laquelle le malheureux avait été interrompu. C'est là ce même produit que j'allais tout le temps lui chercher, dit Poole. Et il n'avait pas achevé sa phrase que la bouilloire déborda à grand bruit. Ceci les amena vers la cheminée, auprès de laquelle le fauteuil était frileusement tiré, avec le nécessaire à thé, tout disposé à portée de la main, jusqu'à la tasse garnie de sucre. Un rayonnage supportait quelques volumes, l'un d'eux gisait ouvert à côté du plateau à thé, et Utterson y reconnut avec stupeur un exemplaire d'un ouvrage édifiant, pour lequel Jekyll avait maintes fois exprimé une vive estime, et qui se trouvait ici annoté de scandaleux blasphèmes écrits de sa propre main. Continuant de passer en revue la pièce, les deux perquisiteurs arrivèrent à la psyché, et ils regardèrent dans ses profondeurs avec un effroi involontaire. Mais elle était tournée de façon à ne leur montrer que la rose lueur se jouant au plafond, le feu scintillant en multiples reflets sur les vitres des étagères, et leur propre physionomie pâle et terrifiée, penchée sur leur image. « Ce miroir a vu d'étranges choses, monsieur, chuchota Poole. Il ne peut avoir rien vu de plus étrange que lui-même, répliqua le notaire sur le même ton. Car que faisait Jekyll? Il s'interrompit avec un sursaut, et puis surmontant sa faiblesse. Quel besoin d'une psyché pouvait bien avoir Jekyll? Vous avez raison de le dire, dit Poole. Ils s'occupèrent ensuite de la table de travail. Sur le pupitre, au milieu des papiers rangés avec soin, s'étalait par-dessus tout une grande enveloppe qui portait, écrit de la main du docteur, le nom de M. Utterson. Le notaire la décacheta, et plusieurs plis s'en échappèrent et tombèrent sur le plancher. Le premier contenait une déclaration, rédigée dans les mêmes termes extravagants que celle restituée 6 mois plus tôt et destinée à servir de testament en cas de mort et d'acte de donation en cas de disparition, mais remplaçant le nom de Hyde, le notaire y lut, avec un étonnement indescriptible, le nom de Gabriel John Utterson. Il regarda successivement Poole, puis de nouveau le papier, et enfin le défunt criminel étendu sur le parquet. « La tête m'en tourne, dit-il. Il a eu ceci à sa disposition tous ces derniers jours. Il n'avait aucune raison de m'aimer. Il devait être furieux de se voir évincé,
et il n'a pas détruit ce document. Il passa au pli suivant. C'était un court billet de la main du docteur et daté dans le haut. Oh, Poole, s'écria le notaire, il était ici, et vivant, aujourd'hui même. On ne peut l'avoir fait disparaître en aussi peu de temps. Il doit être encore vivant, il doit s'être enfui. Au reste, pourquoi fuir, et comment? Et dans ce cas, peut-on se hasarder à appeler cela un suicidé? Oh, il nous faut être circonspect. Je pressens que nous pouvons encore entraîner votre maître dans quelque déplorable catastrophe. Pourquoi ne lisez-vous pas, monsieur? Demanda Poole. Parce que j'ai peur, répondit le notaire d'un ton tragique. Dieu veuille que je n'en ai pas de motif. Et là-dessus, il approcha le papier de ses yeux et lut ce qui suit. Mon cher Utterson, lorsque ce mot tombera entre vos mains, j'aurai disparu, d'une façon que je n'ai pas la clairvoyance de prévoir. Mais mon instinct, comme la nature de la situation sans nom dans laquelle je me trouve, me disent que ma fin est assurée et qu'elle ne tardera plus. Adieu donc, et lisez d'abord le récit que Lannion m'a promis de vous faire parvenir, puis si vous désirez en savoir davantage, passez à la confession de votre ami indigne et infortuné, Henry Jekyll. Il y avait un troisième pli? Demanda Utterson. Le voici, monsieur, répondit Poole, et il lui tendit un paquet volumineux revêtu de plusieurs cachets. Le notaire le mit dans sa poche. Je ne parlerai pas de ce papier. Que votre maître ait fui ou qu'il soit mort, nous pouvons du moins sauver sa réputation. Il est maintenant 10 heures, je vais rentrer chez moi et lire en paix ces documents. Mais je serai de retour avant minuit. C'est alors que nous enverrons chercher la police. Ils sortirent, refermant à clé derrière eux la porte de l'amphithéâtre, et Utterson, laissant encore une fois les serviteurs réunis autour du feu dans le vestibule, se rendit à son bureau pour lire les 2 récits où il devait enfin trouver l'explication du mystère.